Alors, bienvenue au Festival Draconis 2024 au Cégep du Vieux-Montréal en personne pour notre prochain panel Comment transformer ta partie de jeu de rôle en roman par Tali Briones. Et avant de faire le panel, on aimerait remercier nos commanditaires de cette année, les Terres d'Obsidia, le Gnome Archiviste et ainsi que Arcana Création. Alors, sans plus tarder, Tali Briones. Bienvenue à comment transformer votre partie de jeu de rôle en roman. Si vous êtes ici, je vais assumer que vous avez un intérêt vers l'écriture et éventuellement l'écriture en vue de publication. Cette présentation est faite en... Je donne vraiment beaucoup de conseils, vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais en tout cas, vous allez voir au fur et à mesure. Okay? Tout d'abord, je suis qui? Moi, c'est Tali Briones, ça se prononce Tali. Je suis écrivaine, artiste, graphiste, je fais absolument tout. J'ai un roman à mon actif, une bande dessinée, un livre pour enfants, un autre roman qui s'en vient, qui va être publié en mai prochain. Fait que j'ai un peu d'expérience et de bagage. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bien, après l'introduction, on va décortiquer comment faire un roman. On assume que ça va être votre premier roman concret, je veux dire, complet. Ça va peut-être être des trucs ou des choses que vous savez déjà. Dans ce temps-là, pas besoin d'écouter. Mais je veux juste aider les personnes qui n'ont pas encore réussi à terminer leur premier roman. Okay? Puis après ça, ben, on va couvrir tout ce qui est l'édition fantasy science-fiction au Québec, ainsi que les événements et en tout cas, tout le monde de la SFFQ. OK? Fait que, je vais commencer par une question vraiment difficile. C'est pour qui écrivez-vous? Vous avez deux choix. Soit c'est pour vous-même, soit c'est pour être lu par un lecteur. Puis là, vous allez vous dire instinctivement, mais non, c'est pour les deux, c'est toujours les deux. Malheureusement, c'est pas vrai. Si vous écrivez, vous avez tous des mondes, des univers, des quests de jeux de rôle dans votre tête. Et c'est vraiment le fun. Imaginez ce qui pourrait être. Fait que si vous écrivez pour vous-même, c'est pas mauvais. Vous pouvez faire ça pour le reste de votre vie si vous voulez. Mais écrire pour être lu par un public a des exigences, demande du travail, puis demande une certaine humilité d'accepter que vous avez besoin de correction et de retravail. Parce que, je vais être honnête, personne ne vous doit leur attention. T'sais, vous, en tant que public, en tant que lecteur, vous aimez lire des bons livres, écouter des bonnes séries, des choses de qualité. Puis ça ne vous tente pas non plus de comme, lire ou d'entendre parler de la quête de jeu de rôle de quelqu'un qui n'a pas vraiment de début ni fin, avec des personnages auxquels vous ne vous identifiez pas. Donc, il y a un certain travail qui vient avec l'écriture en vue de la publication, en vue d'être lu par un public qui n'est pas vous, qui ne sont pas vos collègues de votre table de jeu de rôle. Fait que c'est ça. Cette présentation va viser justement le but de la publication. Okay? Fait que comment écrire un roman? C'est vraiment simple. C'est ça. Le secret, c'est s'asseoir et travailler. Vous êtes probablement vous êtes probablement entouré de gens qui sont très créatifs, très imaginatifs. Tout le monde a une histoire qui, un jour, ils vont écrire. La différence entre tout ce monde-là puis les gens qui ont écrit un roman, c'est littéralement ça. C'est s'asseoir et travailler. On écrit parce qu'on aime ça, on écrit parce qu'on veut que nos histoires soient concrètes, mais 90%, c'est la détermination de se rendre jusqu'au bout. Parce que sinon, honnêtement, je sonne très négatif présentement. Si vous n'écrivez pas votre histoire, personne d'autre va le faire pour vous. Hein? Comme quand même une anecdote assez triste. Mon père est mort avant d'avoir réussi à terminer ses histoires. Il a ses écrits, il m'en a parlé pendant 20 ans, je connais son monde entier, et il est mort avant d'avoir pu publier quoi que ce soit. Donc, il y a de la chance, sa fille est écrivaine. Fait que moi, je vais prendre tous ces textes, puis je vais réarranger ça en quelque chose qui est potable, avec une histoire qui se tient. Mais à moins que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui est écrivain professionnel, si vous n'écrivez pas votre histoire, elle n'existera pas. Donc, fait qu'on va commencer
par la fin, comment écrire un roman? Je vous suggère, vous avez votre idée, vous avez votre quête nébuleuse, vos personnages que vous aimez. Comment est-ce que vous les arrangez pour que ça fasse une histoire cohérente? Puis là, encore une fois, les trucs que je vais vous donner sont basés sur, par exemple, notre structure narrative occidentale. Okay? Fait que, je vous conseille de commencer par la fin. L'art, c'est des émotions. Tous les arts sont là pour vous provoquer des émotions, puis c'est ça qu'il faut que vous vous rappelez quand vous écrivez. On est dans la fantasy, on est dans la science-fiction, on a souvent tendance à se concentrer sur un concept. Ah, j'ai une idée, si un anneau pouvait les contrôler tous? J'ai une idée si un androïde devait respecter les 3 rôles de la robotique. Ce n'est pas une histoire. Un concept n'est pas une histoire. Une histoire, c'est des personnages. C'est des humains ou humanoïdes qui doivent vivre avec votre concept. Comment est-ce que votre concept affecte des gens? On s'attache aux gens, on ne s'attache pas aux idées. Fait que pareil, ici, justement, le concept du Seigneur des Anneaux est raconté par un des personnages les plus vulnérables que vous pouvez imaginer dans tout le world building. D'ailleurs, world building, en fantasy et science-fiction, on est très tenté de faire énormément de world building et c'est génial. Mais une des grandes gaffes, c'est de commencer par ça. Tu sais, vous avez probablement déjà ouvert un livre de fantasy et là, il y a comme 10 pages qui parlent de la lignée des rois et blablabla. Et c'est pas un bon début de roman. On s'attache aux personnages. Le world building, vous le faites et vous le révélez au fur et à mesure que l'histoire avance. Personne ne veut entendre parler du monde inventé de quelqu'un s'il n'y a pas des gens qui évoluent à l'intérieur. Okay? Fait qu'on commence par la fin, votre histoire. Quelle émotion vous voulez laisser à votre lecteur à la fin? Est-ce que vous voulez que votre lecteur soit « Ah, c'est satisfaisant, comme ils ont battu les méchants, je suis correct. » Est-ce que vous voulez que votre lecteur soit triste, vous en veuille? Est-ce que vous voulez que vous ayez avoir des fins mystérieuses? Vous avez, comme on va dire en science-fiction, vous avez du questionnement, OK? Est-ce que vous voulez que ce soit une fin douce amère? Oui, il y a un personnage qui est survécu, mais, par exemple, 80 ans plus tard, elle est heureuse, mais dans le fond, son amoureux est mort, vous comprenez? Fait qu'une fois que vous décidez quelle émotion vous voulez laisser à votre public, ben ça vous dit comment finir votre roman. Est-ce que vos personnages survivent? Est-ce qu'ils meurent? Est-ce qu'ils... non, c'est ça. L'émotion de la fin du livre détermine votre fin. Puis une fois qu'on a la fin, ben on peut établir le début. Fait que vous avez votre fin, le début va être exactement à l'opposé de ça. Vous avez un arc narratif à faire. Donc, pour le début, il faut choisir son personnage principal. Puis là aussi, c'est quelque chose qui fait mal parce que tous vos personnages sont intéressants. Surtout quand il s'agit de jeux de rôle, chaque joueur fait un personnage principal pour lui-même. Quand on arrive au roman, on peut pas... C'est pas tous les personnages qui peuvent être principaux. Ça ne veut pas forcément dire que les autres personnages sont inintéressants. Ça veut simplement dire que les autres personnages ont des arcs narratifs moins importants, que vous allez juste passer plus de temps sur un personnage, un peu moins de temps sur les personnages secondaires, puis vos personnages tertiaires sont là pour bâtir votre monde. J'utilise Toy Story parce que Pixar base justement leur hiérarchie des personnages là-dessus. Fait que, par exemple, vous avez votre personnage principal qui est Woody, qui a plus de caractéristiques. Il y a plus de profondeur, on peut passer plus de temps avec ses crises de conscience, avec son évolution. Vous avez le personnage secondaire qui est Buzz, le premier, qui a moins de profondeur, OK? Et qui a, on va dire, 2 caractéristiques, qui va quand même avoir du temps, mais qui est plus là pour répondre au story arc de Woody. Puis vous avez tous les personnages tertiaires qui sont géniaux, qui sont le fun, on s'en souvient,
Mais si vous remarquez, chacun d'entre eux a une caractéristique. Hein? Tu sais, Monsieur Patate est grincheux. Ben, Monsieur Patate est grincheux. Rex est loyal. Tu sais. C'est des personnages le fun, mais ils vont pas forcément avoir un arc narratif, un arc émotionnel là-dedans. Ils sont là pour peupler votre monde. Okay? Si vous faites plus qu'un personnage principal, là, ça, dans The Hobbit, c'est Bilbo, le personnage principal, mais Thorin a quand même beaucoup d'importance. Si vous faites 2 personnages principaux, ça veut dire que vos 2 personnages vont devoir avoir un arc narratif complet, mais aussi que leurs arcs narratifs doivent se compléter ou doivent se croiser ou doivent interagir pour former votre histoire. Okay? Fait que, si c'est votre premier roman, honnêtement, je conseille vraiment de choisir un personnage sur qui suivre. Qui est votre personnage principal? C'est celui dont les choix font évoluer l'histoire. C'est pas forcément le narrateur, c'est pas forcément le leader de votre groupe. C'est celui par lequel l'histoire est la plus intéressante. Qui fait des choix qui amènent à la prochaine étape. C'est cette personne-là qu'on va lire, okay, qu'on va suivre. Toutes les autres personnes vont interagir, enrichir son histoire, devenir antagoniste, peu importe. Mais il y a un personnage dans votre groupe de jeu de rôle. S'il y en a un qui, on va dire, a un destin plus épique que les autres, mais qui fait des choix, et ces choix influent sur l'histoire, c'est lui que vous devez suivre. Okay? Vos personnages doivent avoir un arc émotionnel. Ça veut dire, s'ils finissent d'un certain point, ils doivent commencer à un autre point. Est-ce que votre personnage, par exemple, commence peureux et il termine brave? Hein? Est-ce qu'il commence déprimé et finit satisfait de la vie? Est-ce que c'est quelqu'un, un ange, qui finit baston berserk? Ou comme, par exemple, dans une romance, quelqu'un qui est désintéressé finit vraiment comme amoureux transi. Peu importe ce que vous choisissez, votre personnage doit évoluer dans l'histoire. Sinon, à quoi ça sert de raconter l'histoire? Les événements qui vont se passer vont le changer, vont changer sa perception du monde et vont devoir le modifier à la fin. C'est pas forcément essentiel qu'il devienne une meilleure personne. Il peut devenir une pire personne. C'est le fun de lire quelqu'un qui devient une pire personne. Hein? Mais votre personnage doit être changé par l'histoire. Okay? Comment est-ce que vous établissez le début de votre roman? Fait que vous prenez votre personnage, vous demandez qu'est-ce qui est la norme? C'est quoi sa normalité, son quotidien de tous les jours? Fait que ça, c'est votre situation initiale. Après ça, vous trouvez un moyen de briser horriblement cette normalité pour que le personnage ne puisse plus jamais y revenir. C'est votre élément déclencheur. La manière en général de briser cette normalité revient avec votre concept. Et comment est-ce que le concept de votre histoire affecte la vie de votre personnage principal et le force à sortir de chez lui et partir à une quête. Je vais vous laisser prendre des notes. Fait qu'une fois que vous avez la fin, puis vous avez le début, fait qu'on va remplir le milieu. Là, votre but, c'est de faire une première version complète du roman. C'est sûr qu'on parle de plan. La chose la plus difficile dans l'écriture, c'est de sortir le premier jet. Okay? Vous acceptez que votre premier jet va être de la merde. C'est pas bon. Okay? Moi, j'écris mon premier jet, je suis de même. Comme... Vous l'écrivez. Vous sortez l'histoire. Ça va être poche, ça va être mal écrit. Vos personnages n'auront rien à se dire. Il faut que vous l'écriviez. Il faut que ça sorte pour la simple et bonne raison qu'on peut corriger un mauvais roman, on ne peut pas corriger du vide. Okay? Donc, il faut s'asseoir, il faut écrire, il faut se rendre jusqu'au bout. C'est en se rendant jusqu'au bout de votre premier jet que vous allez réaliser ce que vous essayez d'écrire depuis le début. Okay? Fait que, on est encore dans la planification. On va parler de structure de base. Puis là, je vais parler de structure en 3 actes. Puis il y en a peut-être d'entre vous qui vous dites « Ah non, mais moi c'est différent, mon histoire est différente, j'ai pas besoin de structure. Okay? » Cette voix-là, c'est pas votre ami. Okay? Cet instinct-là ne veut pas que vous finissiez votre roman. Il faut
accepter, comment dire, qu'il faut apprendre la recette de base pour faire un gâteau à vanille si vous voulez faire un gâteau, comme un gâteau élaboré de noces. Okay? Fait qu'on va parler de... Moi, j'utilise le Triac Structure. En fond, quand vous googlez comme structure de roman, okay, vous ne lisez pas trop là-dessus, là, okay, on va passer à d'autres choses, vous trouvez quelque chose qui vous revient, qui vous parle. Okay? Moi, j'utilise toujours ce petit graphique-là qui est pas mal la base, surtout pour les films qu'on écoute, qui sont comme timés à la minute près pour des revirements de situation, des choses comme ça. Fait qu'on va simplifier, puis on va parler des choses importantes là-dedans. Okay? C'est pas tant les actes qui sont importants que vous avez une progression de la tension, puis après ça, qui finit. Okay? Vous avez votre situation initiale, votre élément déclencheur, vous avez votre affrontement final, votre dernier climax de la fin, vous avez votre retombée, qu'est-ce que votre personnage fait après, et vous avez un point très important aussi qui s'appelle le midpoint. Le midpoint arrive au milieu du roman, et c'est là où est-ce que votre personnage découvre quelque chose de nouveau sur le monde qui l'entoure. Tu sais, par exemple, vous avez dans des films d'espionnage l'espion qui reçoit des missions, puis à un moment donné, exactement au milieu du film, il se rend compte « Oh non, finalement, c'est ma compagnie qui sont les méchants. » Puis la deuxième partie du film se passe à se battre contre les vrais méchants. Ce que ça fait, c'est que ça donne un vent de fraîcheur à votre histoire. Parce que sinon, comme on risque souvent, surtout quand on parle de quête, surtout quand on parle de fantasy, on risque de faire des scènes répétées puis d'avoir une espèce de sentiment épisodique où est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Il faut garder en tête qu'une histoire entière se doit d'avoir des stakes de plus en plus élevés. Fait en mettant un midpoint qui est un revirement de situation, une découverte, on pensait que le but, c'était de tuer telle personne, on a tué telle personne. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que votre personnage découvre qui change sa vision de l'univers et qui révèle la vérité, dans le fond? Comme votre personnage n'a plus de mauvaises idées préconçues sur d'autres choses. Oh non, c'est la vérité. Fait que c'est sa vraie quête qui embarque à ce moment-là. Fait que vous avez toutes vos idées, vous avez des scènes dans votre tête. Fait que, dans le fond, vous prenez votre progression puis vous mettez vos scènes dans l'ordre d'intensité. Tu sais, votre affrontement final, vous avez comme vos petites aventures cute au début, OK? Pour que ce soit en ordre de tension, de plus en plus d'importance, OK? Avec évidemment votre big twist en plein milieu. OK? Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire de quoi d'autre? En tout cas, c'est ça. Vous placez toutes ces choses-là et... oui! Non, excusez, je me suis mélangée avec une autre diapositive. OK. Fait qu'on parle de jeu de rôle, on parle de roman. La principale différence entre les deux, c'est que la tension provient de deux choses différentes. Dans un jeu, que ce soit un jeu de rôle ou un jeu de société, la tension vient du fait de l'incertitude. Fait que vous êtes des joueurs, vous ne savez pas si vous allez être capable de battre le méchant. Dans un roman, le public n'est pas un joueur. Le public lit quelque chose. Donc, la tension va venir de la vulnérabilité des personnages. Le public va s'inquiéter du personnage. Fait qu'il faut comprendre ça dans votre transition de la quête au roman. Il y a des choses qui vont devoir changer pour que vous puissiez, que le public embarque. Parce que dans un jeu, un personnage va acquérir des objets, des pouvoirs, des contacts de manière graduelle pour devenir vraiment puissant, pour pouvoir affronter le méchant à la fin. Que ce soit un jeu de rôle, que ce soit un jeu vidéo, c'est la même chose. Ça ne se transmet pas dans un roman ou un film parce que sinon votre personnage est plat, il va devenir très, 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 très puissant à la fin. C'est pas intéressant à suivre, un personnage qui est overpowered, OK? Mais ce que vous pouvez faire, c'est que votre personnage, oui, a acquis des objets, des pouvoirs, des contacts, mais il a aussi, justement, grandi
on parlait tantôt de l'arc émotionnel du personnage. Donc, qu'est-ce que votre personnage a appris à la fin? Et par exemple, ici, je remets le Seigneur des Anneaux parce qu'ils ont absolument tout enlevé au Hobbit. Ils ont perdu leurs objets, ils ont perdu leurs alliés, ils ont perdu leur pouvoir, il restait seulement eux autres. Et c'est ça qui rend la scène si poignante. C'est qu'ils sont minuscules et ils ont même plus d'eau, ils ont même plus de nourriture. Donc, moi, ma théorie, quand j'écris, c'est tu leur prends tout et tu leur casses une jambe. Ou métaphoriquement ou réellement. Parce que, OK, imaginez un personnage qui s'échappe d'une prison. Le personnage A est vraiment kékasse. OK, il se bat contre tout le monde, est vraiment intelligent, réussit à sortir et à être vraiment cool. Personnage B est mal nourri, a une jambe cassée, est terrifié, okay, et justement doit souffrir pour sortir de là et se traîner pratiquement dans la boue pour sortir. On a plus d'intérêt vers le personnage B, qui est plus vulnérable parce qu'on se demande qu'est-ce qui va arriver, il y a plus de tension. On s'attend à ce que le personnage A soit complètement kékasse. C'est comme, OK, d'accord, cool, tu sais. C'est le fun 5 minutes, mais pas pour un livre au complet. Fait que vous devez savoir comment rendre vos personnages vulnérables pour qu'on s'attache à eux autres. OK. Fait qu'on parle encore de quest. Puis là, vous vous demandez, ça c'est quelque chose que vous devez décider. Votre système de magie, votre système de jeu, qu'est-ce que vous allez en faire dans votre roman? Vous avez le choix de faire référence au jeu ou pas référence au jeu. Là, par exemple, j'ai mis la bande dessinée de The Adventure Zone, où est-ce qu'ils mettent littéralement des interactions avec leur DM. Mais le format de bande dessinée et le ton humoristique permet ça. Vous pouvez aussi ne pas faire référence. Dans le film de Donjons et Dragons, vous n'avez pas de... Si vous connaissez Donjons et Dragons, vous savez, genre comme, OK, comme il a roulé un 20 ou il a roulé un 1, mais ils ne le mentionnent jamais dans un film. Ou ils ne mentionnent pas le nom de leur sortilège, ils font juste les faire. Fait que ça, c'est une décision que vous, en tant qu'auteur, vous devez faire quand vous allez transposer votre histoire. Mais il y a aussi le bémol de Wizards of the Coast possède le IP de Donjons et Dragons. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser les termes qui proviennent de là, t'sais? Fait que c'est un questionnement que vous allez devoir faire dans votre jeu. Mais honnêtement, toutes les choses que je dis, genre, vous pouvez aussi y penser après avoir écrit votre premier jet. Il n'y a rien de plus important que le premier jet. OK. Vous avez une quest qui dure probablement pendant des années. Et vous vous promenez d'île en île pour découvrir des choses. Est-ce que vous êtes obligé d'inclure toutes les scènes? Non. En fait, il y a beaucoup de scènes qui ne servent à rien, honnêtement. Fait que vous vous demandez, dans les scènes que vous devez inclure, est-ce que ça contribue à l'histoire? Est-ce que ce soit en action? Est-ce que la tension monte? Est-ce que des choses émotionnelles se passent? Tu sais, quand on contribue à l'histoire, on ne parle pas forcément de plot, okay, de l'intrigue. On parle aussi de développement émotionnel des personnages. Si c'est juste des interactions que vous trouvez importantes, il faut les inclure. Si c'est plate à écrire, c'est plate à lire. Aussi simple que ça. Okay? Fait que, tu sais, j'ai mis par exemple Tom Bombadil comme exemple, parce que dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux, beaucoup de gens ont chialé que Tom Bombadil avait été enlevé. Mais pensez au fait que dans le film, il commence à se sauver de la comté, et la tension commence à monter. Mettre un chapitre avec Tom Bombadil alors qu'il commence à être poursuivi par les Ringwraiths, ça aurait complètement brisé le beat du film. Fait que, je vous donne ça en exemple, puis posez-vous les questions. Est-ce que les scènes que vous écrivez contribuent au beat du film ou font juste vous nuire? Donc tu dis que Tolkien est un mauvais auteur, alors? Hein? Non, je dis que les adaptations... je dis que les adaptations puis les médiums différents demandent des choses différentes. OK? OK. Vous allez probablement être tenté de faire une série. OK.
honnêtement, si c'est votre premier roman, je vous conseille de faire un one-shot, fini, début, milieu, fin, pour 2 raisons. 1, c'est plus facile, vous allez avoir un résultat plus rapide. Et 2, les maisons d'édition sont très, très, très méfiantes pour les nouveaux auteurs qui promettent des séries. Okay? Et surtout que... on parle de série. Un roman, ça doit avoir un début, milieu, fin, même si c'est une série. S'il y a un cliffhanger et que vous n'avez pas une certaine résolution à la fin de votre roman, ce n'est pas une partie d'une série, c'est juste un livre découpé. Okay? Et ça, encore une fois, les maisons d'édition ne vont pas accepter ça. Chaque tome se doit d'avoir son propre story arc, début, milieu, fin. Et vous devez avoir un story arc qui englobe la série entière. Fait que ça vous donne 2 arcs narratifs à jongler en même temps. Fait que, si vous voulez insister pour le faire, go for it, mais il faut que vous sachiez que c'est beaucoup plus de travail. Okay? Encore une fois, on revient à ça. Votre but est de faire une première version complète. Vous vous asseyez, vous écrivez jusqu'à la fin. Ça va être chiant, ça va être la merde, mais vous faites ça parce que vous aimez ça. Puis une fois que vous avez votre document Word, ben vous avez les fondations pour faire votre maison. Fait que vous pouvez le relire et réaliser, ah, c'est pas ça que je voulais dire, ah, c'est ça que je voulais dire, je vais donner plus de temps à ce personnage-là, moins à celui-là. Mais c'est ça, réécrire et corriger un livre existant, ça se fait. On ne peut pas corriger du vide. Et on ne peut pas non plus écrire bien, que tout soit parfait dans le premier jet. Ça arrive à personne. Si le bon Dieu vous a donné la grâce d'être capable d'écrire parfaitement du premier jet, tant mieux, allez jouer à la loterie. Okay? Mais tous les auteurs professionnels écrivent et réécrivent constamment. Il faut aussi être habitué parce que, inévitablement, si vous voulez faire affaire avec une maison d'édition, ils vont demander des corrections puis de la réécriture. Okay? Écrire, c'est dur. C'est ça que je voulais dire. Okay? Le seul but d'une première version, c'est d'exister. Ça n'a pas besoin d'être bon, ça n'a pas besoin d'être drôle, ça n'a pas besoin d'avoir un bon orthographe ou d'être lisible ou d'être même le fun à lire. Personne n'a jamais lu aucune de mes premières versions. Je préférerais mourir plutôt que de laisser quelqu'un lire ma première version. Mais elles existent. Elles sont là, elles sont dans le descartable, je les imprime, je corrige à la main, puis après ça, ben, je peux me replonger dans le monde avec mes personnages préférés. Tu sais? Fait que c'est ça. Corriger, c'est plus facile qu'écrire parfaitement. Fait que, donnez-moi 2 secondes. Vous avez votre livre. Vous l'avez corrigé, vous pensez qu'il est décent, vous voulez le publier. Qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là? Vous avez 2 choix. L'édition traditionnelle et l'auto-édition. Chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. C'est sûr, on voudrait tous être publiés de manière traditionnelle par une grosse maison d'édition et faire du cash avec ça et pouvoir vivre de ça. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Fait que l'édition traditionnelle, il faut soumettre à des maisons d'édition, vous devez faire des corrections, on vous demande des corrections, vous avez suivre le marché, vous avez juste moins de contrôle sur le produit final, sur la page couverture, la mise en page, la publicité, toutes ces choses-là. C'est la maison d'édition et le distributeur qui se chargent de toutes ces choses-là. Vous devenez un produit. C'est plate à dire, mais en faisant ça, leur but, c'est de vendre votre histoire. Okay? L'auto-édition vous donne un contrôle total, mais ça vous engage aussi à soit le faire vous-même, soit payer un éditeur, c'est comme un correcteur, des illustrations, mise en page, etc. Okay? Vous devez faire votre autopromotion et on ne finit jamais d'autopromouvoir. Vous n'avez pas de distributeur. Un distributeur, ce n'est pas une maison d'édition, un distributeur, c'est les gens qui vendent les livres aux librairies. Fait que par exemple, si un distributeur a des contacts sur tous les Renaud Bré et tous les Indigo, vous voulez travailler avec eux autres. Il y a des possibilités de vendre aux distributeurs en auto-édition, c'est juste beaucoup plus difficile. Okay? Fait que dans le fond, comme l'auto-édition, ça vous donne le contrôle total, mais vous devez tout faire vous-même. C'est aussi simple que ça. Au Québec, c'est pas pareil comme aux USA. Et là, on parle marché anglophone américain versus marché francophone québécois. Okay? Aux États-Unis, vous avez plus de chances de faire de l'argent si vous réussissez, mais c'est tellement dur de réussir.
Les grosses maisons d'édition ne font affaire qu'avec des agents littéraires. Et c'est pratiquement impossible d'avoir un agent littéraire. Il y a tellement de gens qui veulent un agent. Il y a tellement peu d'agents. Ils peuvent se permettre de mettre sur Twitter, on va dire, « Ah oui, moi j'aimerais un roman d'horreur qui se passe dans les années 80 avec un personnage principal portoricain gay. » C'est comme, ils ont tellement d'offres qu'ils peuvent se permettre de magasiner, dans le fond. C'est comme, « Ah, j'aimerais ça lire ça. » En tout cas, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre de son écriture, mais ça arrive très rarement. Okay? Au Québec, on n'a pas d'agent littéraire. Ou en tout cas, très peu. J'en connais un, mais il est déjà booké. Fait que l'écrivain est en contact direct avec l'éditeur. Vous envoyez votre manuscrit à une maison d'édition. Okay? Puis, s'ils acceptent, vous travaillez directement avec l'éditeur qui demande vos corrections. Okay? Les contacts humains servent énormément. C'est sûr que pour votre premier roman, ça va être un petit peu plus difficile d'embarquer. Une fois que c'est fait, vous avez beaucoup plus de crédibilité. T'sais, vous faites comme, OK, j'ai un livre, regardez, je suis capable d'écrire. Mais au Québec, le monde de la science-fiction fantasy, la SFFQ, est très petit. Vous pouvez nous rencontrer, je pense qu'on est comme 4 membres importants qui sont comme dans les salles ici. OK? C'est beaucoup plus facile d'arriver à un éditeur puis faire comme, « Hey, on s'est rencontrés l'autre fois à tel événement, j'ai un livre. » Il va faire comme, « Oui, OK, d'accord, ouais, je vais le lire, tu me l'enverras. » Il reconnaît votre nom dans la pile. Okay? Mais on fait moins d'argent. Okay? Le marché au Québec est très petit. On écrit parce qu'on aime ça, on n'écrit pas parce qu'on veut devenir riche. Hein? Fait qui publie de la fantasy et de la science-fiction au Québec? Vous avez les Big Hitters, vous avez à lire, qui est là depuis 1 million d'années. Vous avez ADA Édition, les Cibrumes, qui est beaucoup plus petit, mais qui font très bonne qualité. VLB Éditeur a une nouvelle collection d'imaginaire. Eux, je ne les connais pas, mais je les ai trouvés en googlant. Fait que, oui. Il y a aussi... Attendez. Je me suis fait donner la carte tantôt. Arcana Création, qui fait de l'anglophone, mais ils sont dans la salle là-bas. OK? Si vous voulez leur jeter un coup d'œil. Fait qu'on a des magazines qui publient des nouvelles. Ça, c'est un excellent moyen de rentrer dans l'écriture de science-fiction et fantasy au Québec. Vous avez 2 magazines imprimés, Solaris et Brin d'éternité. Je vous recommande de les lire. Si vous êtes intéressé justement par qu'est-ce qui se fait de science-fiction, fantasy, horreur au Québec, c'est une manière excellente de connaître les auteurs et ce qui se fait présentement. Vous avez le site web La République du Centaure qui publie également des nouvelles. Okay? Si vous avez des questions puis vous n'avez pas le temps de tout noter, vous me le dites après, OK? Les événements. Les événements sont importants parce que les contacts sont absolument tout dans le monde de la SFFQ. Vous avez le Congrès boréal qui, malheureusement, vient de passer en septembre, mais c'est l'événement clé de la SFFQ francophone. Vous avez pas mal tous les auteurs, vous avez des... Jean-Patrick Sénécal et Elisabeth Von Arbault viennent systématiquement. Vous avez des panels, des discussions, beaucoup de lecteurs. Fait que vous rencontrez les gens. CanCon, c'est l'équivalent anglophone à Ottawa, 1er au 4 novembre. Ça s'en vient très bientôt. Laisse-moi dire qu'il reste 15 minutes. Puis, beaucoup plus petit, vous avez des événements récurrents. Je vais commencer par ici, les Sans Tavernes, qui est une brasserie, qui font à tous les mois le Livre and Let Livre, qui sont des entrevues, des discussions avec des auteurs déjà présélectionnés. C'est vraiment cool. Et si vous voulez vraiment comme rentrer rapidement dans le milieu, je vous conseille la librairie. Je ne sais pas si vous connaissez la librairie Saga, qui est dans le Upper Lachine, va devenir la librairie Joie de livre dans le Myland. Ça va devenir une grande librairie de romances, fantasy, science-fiction, horreur. Et les propriétaires font à tous les vendredis un sip and social. Okay? Ils font des événements comme les lancements et tout ça, mais ils font justement du social, ils font des clubs de lecture. Le propriétaire de cette librairie a des contacts partout dans le monde de la SFFQ. Okay? Fait que si vous commencez à aller à ces événements, vous allez rapidement rencontrer les gens, les big hitters, les éditeurs. Okay? Puis c'est ça.
c'est ça pour l'instant. Fait que moi, encore une fois, c'est Ali, je fais de l'illustration, consultation sur page couverture de roman, rédaction. J'ai aussi une table dans le fond des exposants. Puis vous pouvez trouver tous mes réseaux sociaux avec ce code QR. Je vais prendre une gorgée d'eau et est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez nous dire sur l'édition électronique? Qu'est-ce que je peux dire sur l'édition électronique? Quoi spécifiquement? Parce que c'est large. Je dirais, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui veut s'auto-éditer, ça peut être intéressant parce que c'est peut-être plus simple, peut-être pour rejoindre plus de gens? Oui, oui aussi. Moi, personnellement, je connais Amazon. Amazon a un programme de Kindle quelque chose. Dans le fond, comme vous publiez, c'est du print on demand, dans le fond. Celui-ci, la version anglaise de mon roman. Vous faites votre propre mise en page, vous mettez votre page couverture, votre texte, puis eux autres, à chaque fois qu'ils reçoivent un achat, justement, ils vous impriment une copie. Il y a également la version Kindle qui existe. Ils ont un programme, justement, où est-ce qu'ils vous payent un petit peu plus si vous êtes exclusif avec eux autres. Okay? À moins que vous soyez un gros auteur, je ne vous recommande pas ça parce que ça vous empêche d'aller dans d'autres marchés. Mais oui, il existe des manières de transformer votre manuscrit en e-book. Fait que vous pouvez googler ça. T'sais, les programmes sont là. Amazon a quelque chose pour transformer en e-book. Ils offrent... ils ont aussi un programme qui paye à la page lue. Encore une fois, si vous sortez 1 ou 2 romans, ça ne fera pas vraiment grande différence dans vos poches. C'est plus pour que votre roman soit accessible à ceux qui veulent le lire. Okay? Est-ce que vous avez d'autres questions? Comme sur la publication, sur les événements au Québec, sur comment écrire. Oui. Moi, j'avais vu qu'il y a eu le congrès boréal, Oui. Et puis j'avais voulu m'y rendre, puis je me suis rendu compte à la dernière minute que ça coûtait très cher. Oui. Sur le moment, comme je ne connaissais pas, j'y suis pas allée. Donc, Oui, la question est à propos du prix du congrès boréal. Effectivement, c'est 50-60 $ pour les 3 jours. Je connais. Ma Ouais. vraie question, en fait, c'est Ouais. plutôt qu'est-ce qui est pertinent quand on n'y est jamais allé d'estimer s'il faut y aller un jour, s'il faut mieux y aller sur les 3 jours, quels sont au niveau des opportunités là-bas? Qu'est-ce qui est pertinent, justement, dans le congrès boréal et les opportunités? Je dirais que si vous vous donnez la peine d'y aller, c'est les panels. Ce qui est plus intéressant, c'est les panels, c'est les tables rondes. Vous pouvez parler directement à des gens de l'industrie et des auteurs. Moi, je dirais d'y aller les 3 jours parce que ça reste un événement où est-ce que vous avez beaucoup de discussions, vous formez des amitiés, des contacts. Oui, c'est cher. Je sais que les créateurs, les organisateurs ont de la misère avec ça. Le prix est supposé baisser parce que maintenant, ça se fait au Cégep Bois de Boulogne. Avant, ça se faisait dans des hôtels ou des endroits qu'il fallait louer. Maintenant, ils ont la location gratuite. Mais c'est ça. C'est cher parce qu'ils payent leurs présentateurs. C'est pas vraiment du bénévolat. Donc, c'est ça. Si vous êtes sérieux pour écrire puis être dans la publication de la science-fiction fantasy au Québec, ça vaudrait la peine. Ou peut-être juste une journée, peut-être 3 jours, mais ouais. Mais est-ce qu'il faut y aller quand on a un projet ou est-ce qu'on se dit c'est mieux d'y aller quand on a déjà le manuscrit de prêt? Ah, mais c'est parce qu'on ne va pas au Congrès boréal pour présenter des choses. On va là pour rencontrer des gens parce qu'on aime le milieu aussi. Non, tout le monde écrit un livre. Tout le monde écrit un livre. Puis honnêtement, c'est un peu gauche de être en train de vendre ton livre à d'autres écrivains. Tout le monde veut vendre son livre. On a beaucoup de gens qui sont juste des lecteurs, dans le fond, qui sont juste des passionnés. On a beaucoup de gens qui font du jeu de rôle, qui sont là, dans le fond, comme pour parler avec d'autres qui sont intéressés dans le milieu. Fait que si tu as un projet, moi, je te dis, attends pas de l'avoir terminé. Commence à faire tes contacts tout de suite, comme ça, quand ça va être prêt, tu vas savoir à qui l'envoyer.
Comme, tu vas savoir comme, ah, OK, ben, comme je vais l'envoyer au Cibrume. Non, je vais l'envoyer à Nathan au Cibrume. C'est comme, ah, salut Nathan, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais je t'ai parlé de ça. Fait que c'est ça. Oui, il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Tu disais que dans le cas de l'édition classique, souvent les éditeurs vont demander que d'adapter l'histoire peut-être au goût du marché, au goût de qu'est-ce qui pogne peut-être en ce moment. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu, à ton avis, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment dans le monde de la FF? Bien, ça dépend. Encore une fois, on parle du marché comme américain versus le marché québécois. Le marché québécois est comme très coup de cœur. Il n'y a pas vraiment de courant. Le marché américain est cutthroat, est vraiment sans merci. Ils veulent exactement quelque chose qui ressemble à la dernière chose qui a marché. Je ne vous conseillerais pas de courir après le marché parce que c'est toujours trop tard. Ça évolue beaucoup trop vite. Vous n'avez pas le temps d'écrire et de corriger un roman et de le publier, de le présenter, de le publier dans la même vague. Encore une fois, on écrit parce qu'on aime ça écrire. Fait que travaillez sur votre projet. C'est sûr que niveau publication, c'est toujours plus facile si vous êtes capable de résumer votre histoire, comme faire un synopsis très rapide, un elevator pitch. Ça veut dire que votre concept est fort. Okay? Par exemple, on va dire, prenons le Hobbit. Okay? Lord of the Rings est trop compliqué. Fait que si vous êtes capable de dire, OK, ben c'est quelqu'un de très casanier qui part à l'aventure avec 13 nains et un sorcier pour aller tuer un dragon. Okay? C'est très simple, c'est très... Oui, ça sonne très plate, puis on sait que quand on a une histoire, on veut absolument tout dire, mais il faut essayer de résumer ça en une ou deux phrases pour expliquer un concept, pour pas décourager la personne à qui on parle. Okay? Fait que vous avez votre concept, puis vous vous demandez, OK, il est vraiment cool, votre concept. Est-ce que vous pouvez le rendre plus fort, plus intéressant, t'sais? Comme... j'ai oublié le terme, mais c'est vraiment... aussi, le marché américain apprécie vraiment beaucoup les livres qui ont comme un concept très fort, okay, à vendre, parce que ça... c'est comme, eux autres peuvent le vendre aux distributeurs, peuvent le vendre aux compagnies de films, de séries, puis ce genre de choses. Okay? Oui? Est-ce que c'est plus facile de se faire publier en français ou en anglais au Québec? Je connais pas beaucoup le marché anglophone au Québec. Le marché francophone est majoritaire, évidemment. Si tu veux publier en anglais, parce que ça se fait, parce que honnêtement, le marché anglophone est beaucoup plus grand, tu peux aussi te tourner vers l'Ontario. L'Ontario ou le reste du Canada, dans le fond, qui n'a pas un marché aussi sanguinaire que les États-Unis. Vous avez des petites maisons d'édition qui sont vraiment... si vous voulez publier en anglais, ça ne veut pas forcément dire que vous devez passer par les agents littéraires, etc. Vous avez des petites et moyennes maisons d'édition avec qui vous pouvez faire affaire directement. Comme je rajouterais Renaissance Presse, comme je publie avec eux autres bientôt. Ils sont très cool aussi. Mais c'est ça, je n'ai pas vraiment d'autres noms à vous donner dans le marché anglophone. Okay? Est-ce qu'il y a moyen, depuis le Québec, de se faire éditer par des maisons d'édition côté Europe? Je pense entre autres à des maisons d'édition comme Bragelonne, par exemple. Est-ce qu'il est possible, depuis le Québec, de se faire éditer en Europe? J'imagine que oui. Je pense que je connais certains auteurs qui ont réussi, mais le marché littéraire en France est tellement incroyable et tellement important. La majorité de nos livres en librairie sont des livres de France. C'est un problème, justement. Ça envahit la littérature québécoise. Écoutez, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer. Envoyer un manuscrit, ça se fait. Surtout, c'est moins cher que si vous le faites électroniquement. Mais c'est vraiment très, très, très difficile. Ils ont tellement d'auteurs. Surtout que le temps d'attente avant de recevoir une réponse des éditeurs est incroyablement long. Ici, au Québec, ça peut être entre 3 et 6 mois. En France, ça peut être jusqu'à 2 ans. Pas de nouvelles, puis 2 ans plus tard, vous recevez un refus. Si vous êtes chanceux, ils vous refusent. Ils vous confirment que vous avez été refusé. Donc, vous pouvez essayer. Ça ne coûte rien d'essayer. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. La sexy technicienne me dit qu'il reste 5 minutes, donc
C'est ça, ben, si jamais vous avez d'autres questions plus tard dans la convention, ben, c'est ça, je suis dans la table des exposants. OK? Merci! Oui, parti, la cloche a sonné. Et merci beaucoup pour ce panel. Thalie Briones, transformer sa partie de jeu de rôle en roman. Et on remercie, en fermant ce panel, nos commanditaires, les Terres d'Obsidia, le Gnome Archiviste et justement Arcana Création, qui est ici cette fin de semaine à Draconis. Merci beaucoup.